Pour le look, je mets un peu de rouge à lèvres, ça me dérange pas, moi. Ça va, ça reste comme ça va. Je m'appelle Maria Rosa. Je m'appelle Dominique Michel. Moi, je m'appelle Louise Meulemans. On m'appelle toute Marie. Je m'appelle Mimi. Moi, je m'appelle Anne-Marie. Je m'appelle Sonia Vermeer. Moi, je suis Patricia Brosens. Bonjour, je m'appelle Christine Tollet. Moi, je suis Lucie, je suis une des anciennes. C'est la section de Villers-le-Bouillet. Je m'appelle Nelly Bajot, mais aussi Madame Chipers. Je suis dans Vie féminine depuis qu'un de mes fils a eu 7 ans et il en a 57. Je suis arrivée à Vie féminine, je crois, dans la fin des années 80. Je suis dans Vie féminine à peu près 15-16 ans. Je suis venue à Vie féminine en 90. Je suis ici à la section de Vie féminine Rosou. Je l'ai connue, moi, via maman, lorsqu'on est venu habiter à Rosou. Donc, je vais dire depuis quand? Ça doit être en 1965 qu'on est venu habiter à Rosou. Donc, j'ai connu Vie féminine vers ce début-là, quand ils sont venus présenter la section à maman. Alors, ce que je me souviens, donc moi, j'étais trop jeune pour faire partie active du mouvement. Donc, j'avais 11-12 ans à l'époque. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'en fait, la section organisait toutes les années un goûter qui rassemblait toutes les femmes du village. Donc, c'était vraiment la section de Rosou-Krenwick. Et elle rassemblait toutes les femmes membres de la section et même les autres, éventuellement, qui voulaient participer à un goûter annuel. Donc, c'était vraiment une après-midi de détente pour les femmes, de retrouvailles. Et alors, elles pouvaient prendre leurs enfants avec elles et les enfants jouaient dans le parc pendant que les mamans étaient au goûter. Donc, ça, ce sont mes premiers souvenirs oui, de vie féminine. Quand je suis arrivée dans ma maison ici à la campagne, nous avions un groupe de femmes ici au village. Et donc, nous sommes devenus une section de vie féminine ici dans mon village. Et alors, j'ai été régulièrement à Warem, voir un petit peu ce qui s'y passait. Et puis finalement, on m'a demandé si je ne voulais pas un petit peu travailler avec la région de Warem. Et de fil en aiguille, comme j'étais fort intéressée, j'étais présidente à Vie féminine Warem. Ce n'est pas moi qui l'ai remise sur pied, c'était Madeleine Sramboli, que j'ai tout de suite aidée, etc. Et puis Madeleine s'est retirée, donc j'ai continué pendant une trentaine d'années. Ouais. Maintenant j'ai passé la main. Mais j'y vais toujours avec autant de plaisir. Ouais. Tous les jeudis, 14h. Non, 13h30. 13h30, oui. Voilà. On a fait de tout. De l'artisanat, des conférences, de la cuisine. Et maintenant des balades. On a fait des excursions, même des petits voyages. Je crois qu'on a vraiment fait tout. Hein. Oui. On a beaucoup cherché, on a fait des fleurs, artisanaux, demandé aux vendeurs s'ils ne savaient pas venir. Ce qui était gai, c'était les brocantes qu'on faisait. Des brocantes, oui. Je faisais le programme. De chaque fois qu'on y allait, on cherchait quelqu'un qui pourrait nous faire une conférence. J'avais toujours des gens très bien, on était contents. Puis on faisait du bricolage aussi, des excursions des fois, une fois par mois, oui. C'était une conférence de Madame Louis qui m'a fait réfléchir que je ne devais pas rester dans le noir, que je devais me revendiquer. Et comme ça, j'ai continué parce que j'avais peur pour faire la vie féminine. Je pensais que je ne savais pas faire ça. Et ça m'a quand même réussi jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif par rapport aux activités, par rapport au public qu'on avait ou qu'on souhaitait avoir? Mais toujours rassembler les femmes, ça restait important. On a, comme Patricia disait, avec la réflexologie, l'espace bien-être, etc., c'était faire découvrir aux femmes leur potentiel par une prise de conscience et un développement personnel. Et on a envie de dire parce que nous le valons bien. Voilà, je pense que c'est un logo qui allait bien, ou en tout cas qui va toujours bien dans ce type d'activité. Je suis responsable de ce milieu d'accueil La Ruche Fleurie, qui est établi à Doncel et qui a été fondé par Vie Féminine il y a quelques années, maintenant 1993. Des aînés de Vie Féminine de l'entité de Doncel et leurs filles avaient constaté à l'époque le manque de possibilités d'accueil pour leurs enfants et petits-enfants, non seulement à Doncel mais dans la région. Et elles ont pris leur bâton de pèlerin en quelque sorte, elles se sont adressées à Vie Féminine Warem. Et il y a eu la possibilité à l'époque d'obtenir un subside pour des emplois, pour accueillir des enfants dans le cadre d'une halte garderie. Et d'autre part, elles se sont adressées à la commune pour les locaux que Vie Féminine n'avait pas. Donc par Vie Féminine, il y a eu les subsides, et par la commune, les locaux. C'est comme cela que ça a démarré en 94, effectivement, par une halte garderie qui pouvait accueillir quelques jours par semaine des enfants de 0 à 12 ans à l'époque. Moi, je voudrais commencer par remercier Loulette, parce que c'est elle qui nous a réunis dans le quartier. Ça a d'abord été la construction de la chapelle. Moi, je suis arrivée au Mont-Fallis en 58 et j'étais jeune mariée. Et alors, c'était un plaisir de sortir de chez soi et de venir parler. On connaissait après, hein, nos voisines, c'était de loin en loin d'autres. Et alors les bourses nous ont réunis, ça a apporté beaucoup de bonnes choses aux jeunes parents. Et on s'occupait aussi des pensionnés, on s'occupait de Vie Féminine, mais alors on faisait aussi des concours de couillons, par exemple, pour les vieux. Je suivais Loulette parce que ma maman était allée à Vie Féminine et puis j'ai suivi, quoi. Et je me souviens bien qu'il y avait des réunions où c'était agréable parce que Loulette invitait des personnes qui étaient un peu spécialisées, par exemple dans le bien-être de la femme. Et elle venait nous donner des cours ou venait faire des exposés. Il y avait des échanges après. Et je suis depuis 5-6 ans chez le groupe. Je m'amuse très bien. Pour moi, c'est une joie d'aller une fois par mois, de voir les gens ensemble. Parce que bon, on se sent parfois tellement isolé, tellement seul. Et certainement depuis que mon mari est décédé. Alors là, moi j'ai besoin de me laisser aller, quoi. Disons que sur la fin, avant le confinement, on était entre 8 et 10 personnes qui étaient très fidèles, qui venaient bien régulièrement tous les mois. Le groupe d'Amé, je l'animais. C'était en partie, disons que pendant 1 heure, c'était sur un sujet bien précis, et puis c'était surtout une rencontre amicale où on se revenait pour boire un petit tasse de café, un morceau de tarte et se retrouver ensemble mois après mois. Et ainsi, on avait une longue chaîne d'amitié. Il y en avait certaines qui, comme moi, étaient là depuis 50 ans et voilà. Et c'est ce Covid de malheur qui est perturbé tout. Oui, en 2006, comme maman est décédée, eh bien, j'ai repris, donc parce que maman s'occupait de la section à un moment donné, après le décès de la dame précédente, de Mathilde Smets. Et alors, elle avait repris en fait la gestion financière, en quelque sorte, de la section. Mais alors, à l'époque, moi, je n'étais vraiment pas bien. Après le décès de maman, je me sentais vraiment pas bien.
Je pense que j'ai fait un burn-out à cette époque-là parce que, sans m'en rendre compte, j'étais débordée dans le boulot, j'étais débordée avec la succession, avec toutes les émotions qui étaient liées, donc j'étais vraiment pas bien. Et c'est à ce moment-là que je suis allée à Warem, à Vie Féminine, et que j'ai été suivre quelques conférences. Donc il y avait sur l'estime de soi, il y avait la colère, enfin les huiles essentielles, etc. Donc j'ai commencé à essayer de consacrer à d'autres choses que mon boulot et ma famille, quoi, pour essayer d'en sortir. Je voulais, c'est que les femmes acquièrent un état d'esprit qui n'est plus un état d'esprit de soumission, mais un état d'esprit d'indépendance, sans faire de la casse, parce que ça aussi, ça ne servait pas à grand-chose. Mais le but principal, ce ne doit pas être le délassement, ça doit être le plaisir de partager à quelque chose de constructif. Tous les sujets que l'on donnait dans les documentations de Vie Féminine pour organiser des réunions, je devais les travailler et c'était quelque chose ça, qui me plaisait parce que j'ai ouvert l'esprit sur beaucoup de sujets que je n'aurais pas abordés autrement. C'était quand même le but d'aider les femmes à s'affirmer quand même. Hein? Mais c'est vrai que aider des femmes à se prendre en main, à se rendre compte que ce qu'elles vivent n'est pas nécessairement la bonne chose, qu'elles pourraient vivre en revendiquant un peu plus d'autonomie, de liberté, même dans un couple, et du plus un partage égalitaire. Je pense par exemple dans les tâches ménagères, de plus avoir le droit à la parole et de pouvoir discuter avec le conjoint avec égalité. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose de fondamental et que Vie Féminine a permis effectivement à des femmes de pouvoir prendre conscience de cela et de pouvoir oser, se sentant épaulée, encadrée par d'autres femmes qui lui disent que ça vaut la peine de lutter pour acquérir les mêmes droits que les hommes. Je suis persuadée de ça parce que bon, il y a des femmes qui n'osent pas réagir et quand elles lisent tout ce qui se passe, alors elles disent qu'elles doivent se dire, enfin, d'après moi quand même, elles doivent se dire, bon voilà, je ne suis pas la seule, je vais quand même oser dire quelque chose, je vais quand même pouvoir réagir. Qu'on lit que les mauvaises choses qui se passent dans le monde, alors une femme qui est maltraitée, je vais dire, elle va dire, bah, voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est partout comme ça. Or, non, c'est pas partout comme ça. Moi, je pense que Vie Féminine avait un apport dans le sens que la dame se sentait autorisée à prendre une certaine indépendance qui était acceptée par le mari et peut-être bien de grand cœur, mais que si elle n'avait pas eu un mouvement comme Vie Féminine derrière elle, elle aurait continué le train-train quotidien, il me semble. Quoi. Je peux se tromper, hein, parce qu'il y a toujours eu des femmes actives de tout temps. Mais ils se rendaient bien compte que c'était Vie Féminine qui avait changé leur femme. Oui, ça je pense aussi que certaines, il y a tous les cas, hein, il y a certaines qui avaient besoin d'un petit coup de pouce comme ça et que ça a suffi. Hein. C'est une porte qui s'est entrouverte et elles se sont engouffrées dans l'ouverture. Mais oui, Vie Féminine met le doigt sur les problèmes de préoccupation des femmes, de tous les âges. Alors en 2000, j'ai eu la grande chance qu'on m'a proposé d'aller à la première marche mondiale des femmes à New York. Ça, je n'y aurais jamais pensé. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. C'était une belle opportunité de pouvoir défendre les droits des femmes. On sentait qu'on était avec d'autres, que ce n'était pas nous, des femmes dans un petit coin perdues, un peu regardées de haut, ou d'une façon un peu risible. Non, que c'est vraiment un mouvement qui se faisait et qui était répandu.
Mais oui, en 1906, Victoire Cap, qui était une jeune fille ruinée, hein, était institutrice. Et donc, sur l'heure de midi, elle réunissait les femmes dans le quartier de Hors-Château à Liège pour leur expliquer un peu le moyen de se défendre et de se former. Et c'est de là qu'est parti le syndicat de l'Aiguille, alors en 1920, et puis par après, la Ligue ouvrière féminine chrétienne, puis Vie féminine, ça c'est en 1900, je ne sais plus. Oui, moi, devant une photo comme ça, moi, je suis toujours vraiment en admiration, parce que je me dis, quand la photo ici, comme ceci, quand on voit comment elles sont habillées vers les années 1900, on nous dit que les femmes en 1900, elles devaient obéir à leur mari, elles n'avaient aucun droit et rien du tout. Et puis, une série de femmes se sont mises ensemble et ont fait bouger les choses. Donc c'est quand même assez ahurissant. Enfin, moi, Ben, je pense qu'il y a eu quand même, c'est beaucoup battu, je dirais, pour que le statut des gardiennes soit reconnu, les gardiennes encadrées, donc des dames qui gardent à domicile les petits-enfants. Et ça, je pense qu'il y a une grande avancée qui est arrivée grâce aux femmes et à Vie féminine. Mais pendant longtemps, on n'avait pas de carte de banque, les femmes. Rien du tout. Ça, c'est l'évolution qui s'est faite après, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Et puis, mère au foyer, tu étais considérée comme mère au foyer. Toi, tu étais dehors, c'était différent. Voilà. Moi, ce que je voulais quand même aussi peut-être expliquer historiquement, parce que je pense que tout ça, c'est important, c'est qu'il faut quand même savoir que quand on parle des années 65, des années 70, village de SB, ruralité quand même assez profonde, les femmes à cette époque-là, c'était quoi? C'était la femme qui aidait son mari aux travaux de la ferme et qui s'occupait de la maison avec les enfants et qui s'occupait aussi de la paroisse. Ma liberté, je l'ai trouvée au moment où je travaillais. Il a fallu ouvrir un compte en banque pour verser l'argent. Sinon, c'était du liquide, tu vois. Et à ce moment-là, comme je n'avais pas 21 ans, ben, je ne pouvais pas. Déjà pour me marier, c'est mon père qui est venu au notaire, qui a fait toutes les démarches. Moi, j'avais rien à dire. Ce que je signais, c'était même rien du tout. C'est lui qui avait emprise. Alors à mes 21 ans, j'ai ouvert mon compte, mais là, j'ai jamais voulu partager mon compte. C'est peut-être un tort, parce que comme j'étais mariée, c'était mon travail. Donc ça me revenait. Donc j'ai gagné ma liberté et je me suis imposée. Et voilà, je peux les dépenser comme je veux. Oui, mais je me rappelle qu'on avait organisé vers les années, au moment où les femmes ont acquis des droits, vraiment. Donc la loi disait, est passée comme quoi la femme était l'égale de l'homme. C'est pas vieux, hein? C'est pas vieux. Je crois que j'ai encore connu moi-même, mais ça a été trop vite, où au mariage, il y avait encore de ce temps-là la somme d'argent que les parents donnaient à leurs filles quand elles se mariaient, dans la dot, et que c'était automatiquement mis au nom du mari. Hein? Disons que c'est vraiment alors que toutes ces choses-là ont changé. Vraiment dans les années 70, petit à petit. Tout ça s'est passé, moi je dis tout ça s'est passé pendant ma génération. Oui. Ce n'est pas l'histoire de ma mère ou de ma grand-mère, c'est ma génération. Oui. Quand j'entends les revendications des jeunes filles, des jeunes femmes actuelles sur le sexisme et sexisme, je dis nous alors, qu'est-ce qu'on a été brimés à ce niveau-là? On ne pouvait pas s'habiller comme on voulait, hein. On ne pouvait pas rentrer tard, on ne pouvait rien faire. On a été éduqués à supporter tout, par la religion, par l'éducation, par le candidaton. À 70, je me suis mariée et j'ai reçu le premier coup la même année. Déposer plainte, ça ne servait à rien. Ça a duré pendant 25 ans.
j'ai été piégée dans le mariage. Puis c'était difficile à s'en sortir, hein, parce que du coup je n'ai plus travaillé. Et puis on est venu habiter à Branchon, un village où il n'y avait rien. Et pour lui c'était l'idéal, hein. J'étais prisonnière de lui et du contexte. Hein. Ça durait pas beaucoup d'années, travailler dans ma tête que je le quitte. Mais pour aller où il n'y avait rien qui était mis en place. Il ne faut pas compter sur la famille non plus. J'ai pris la décision de demander le divorce. Et il en faut beaucoup de courage parce que c'est vraiment partir dans l'inconnu. J'ai eu très dur, mais j'ai réussi et je ne le regrette pas. Et le conseil que je peux donner aux femmes dans ma situation, c'est de ne pas s'attendre dès le premier coup partir. J'ai été habituée comme ça. C'était comme ça. La femme n'était pas l'égale de l'homme. Ça vient progressivement, quoi. Grâce à ces personnes qui se sont battues, peut-être comme des associations, comme Vie Féminine, que ça a fait avancer un peu les choses. Après la guerre, il y a eu 5 enfants chez moi. Donc maman était au foyer. Elle travaillait dehors, dans le jardin et tout ça. Et ma sœur aînée n'a pas pu faire d'études parce qu'elle a dû nous élever finalement. Et c'est moi la première qui ai suivi des études pour aller travailler. Voilà. Et après, c'est ma sœur qui a réagi parce qu'elle était au service de mes parents. Mon papa avait un magasin, elle travaillait dans le magasin. Et elle n'a pas eu de pension, même à ce moment-là. Tandis que nous, on a quand même eu la belle vie, on a découvert ça, le travail à l'extérieur. C'était une reconnaissance aussi, hein. Quand on travaille et l'homme fait le même job que la femme, l'homme gagne toujours plus que la femme. Et ça me mettait hors de moi. Parce que bon, ça m'est arrivé à moi. Alors, ça rongeait. Alors, à un certain moment, je vais voir mon patron et je dis, écoutez, je fais plus de boulot que mon collègue. Je ne suis pas jaloux qu'il a plus que moi, mais je trouve que j'ai droit à avoir plus. Ah non, il dit, ici, dans la société, les femmes gagnent toujours moins. Alors il disait, oui, tu devras faire avec. Alors, à ce moment-là, j'ai pris la décision, j'ai dit, fourte, je m'en vais. Et le lendemain, je suis allée au service du personnel et j'étais partie, voilà. Et j'étais tellement choquée. D'ailleurs, vous entendez, dès que je commence sur ce système-là, je suis engagée. Hein. Mais d'avoir mis en route dans une commune qui n'est tout de même pas une petite commune, hein, mais c'est quand même une commune de 15 000 habitants, où on était reconnu comme mouvement, on était bien considéré par les autorités communales, par les autorités du foyer culturel, on était reconnu comme étant un mouvement à soutenir. Très largement. Je ne sais pas si j'ai eu un grand bonheur ou si c'est le bonheur constant de savoir qu'il y avait des amis où je pouvais, un jour que j'étais un peu triste, je pouvais sonner à une porte, on m'ouvrait la porte, on me servait une tasse de café, on papotait un peu et puis voilà, tout ce cercle d'amis sur lequel on pouvait compter, je crois que c'est ça. La plus grande joie que j'ai eue. Ça nous rend plus forte. Et j'osais entreprendre quelque chose toute seule, que je n'ai jamais fait avant. Et j'ai appris à dire non. Mon plus grand bonheur, je crois que c'est la rencontre avec, au quotidien avec toutes ces femmes de différents milieux, de différents âges, aussi bien des jeunes que des grands-mères, ce que je suis maintenant. Et ça, je trouve que pouvoir avoir cette grande amitié et voir que ces femmes s'épaulent, s'écoutent,
épaule parfois les dames qui sont plus en difficulté, eh bien ça je trouve que c'est une richesse énorme, tout aussi importante que de gagner des revendications. C'est l'amitié, c'est la joie, c'est être ensemble, la disponibilité aussi. On était contentes de se retrouver, hein, et de discuter de quelque chose qui nous intéressait toutes, quoi. Oh, ben c'est un épanouissement hein, pour les femmes, hein. C'est un échange d'idées. Moi, ça m'a fait sortir un peu de ma timidité, de mon renfermement. Moi, c'est surtout les contacts et l'amitié que j'y ai trouvé. Je crois que c'était surtout là, se réunir chaque semaine et voilà. Moi, c'est tout le côté social. Avoir rencontré beaucoup de monde, avoir senti des personnes qui évoluaient très bien dans notre groupe, qui sont arrivées avec un petit potentiel et qui se sont ouvertes de semaine en semaine, qui ont vraiment fait des amis. C'est tout ce côté social qui m'a toujours le plus impressionné chez Vie Féminine. Je suis une personne assez taiseuse, solitaire et timide, et là, ça m'a ouvert aux autres. Donc, quand j'ai eu besoin d'aide, je l'ai trouvé, réconfort. Mais ça me permet de m'épanouir aussi et toujours chercher mieux et toujours continuer à progresser, quoi. Nous, on trouve que dans ce qu'on fait, en tout cas, on apporte quelque chose aux femmes de la section, en tout cas. Mais le fait qu'elles soient ensemble, qu'on fasse nos réunions et qu'elles donnent leurs idées, leurs envies, etc., pour elles, c'était une belle après-midi. Il ne faut quand même pas oublier que tant que ce soit en Belgique ou dans des pays même hors Europe et beaucoup plus loin, ben souvent la femme malheureusement vit une situation beaucoup plus précaire. Et donc je pense qu'on est encore loin de l'égalité et qu'il faut toujours se retrousser les manches pour avancer. Et je pense que Vie Féminine est vraiment là pour épauler les femmes. Et je pense que malheureusement, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais qu'elle fait une bonne part de boulot. Et je pense que c'est encore quelque chose qui reste important. Même si on a l'impression de dire aujourd'hui l'égalité femmes-hommes, c'est à peu près la même chose. Je pense que non. Et dans notre région en tout cas, moi je peux dire, ayant vécu à Bruxelles, donc dans une grande ville, c'est pas du tout vrai. Au niveau de s'occuper des aînés, des personnes âgées, je crois que les femmes, effectivement, prennent encore beaucoup sur elles. Je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a des choses qui se sont faites, oui. Mais vous avez beaucoup de droits, mais vous n'avez pas tous les droits, hein. Jamais. Hein. Moi, je trouve, parce qu'il y a les droits théoriques, vous l'avez, ils sont sur papier. Mais quand ils sont écrits sur papier, il faut les intégrer, il faut les faire passer, et qu'il suffit de pas grand-chose pour les perdre, hein, ces droits. Il faut rester vigilant, il faut rester vigilant là où on est. Ne fût-ce que déjà, voilà l'âge que j'ai, 83 ans, bien à certains moments donnés, on voit bien que pour notre bien, on nous mettrait en cage, quoi, vois-tu? Au début du confinement, là, quand j'ai réalisé que quand on disait les personnes fragilisées, il faut faire attention aux personnes. Mais j'étais dans cette catégorie-là. Enfin, quoi, qu'est-ce que c'est de ça? Comment ça se fait que je suis devenue dans une catégorie comme ça, des personnes fragilisées? Un vocabulaire qui est venu, qui est bien gentil, mais à la longue de l'entendre et de dire mais oui, mais enfin, je suis ça. Moi, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours... comment vais-je dire, me débrouiller. Jusque maintenant, je me suis débrouillée. Lorsque je suis arrivée à Anu début des années 70, venant du pays de Herve, je ne connaissais pas Vie Féminine. Une amie m'a invitée à une réunion, m'a abonnée au journal et depuis j'y suis toujours.
J'ai fait de belles rencontres, des amitiés sont nées. Nous avons créé avec Dominique une bourse aux plantes qui a du succès. J'ai rejoint le groupe, bien fourni à l'époque, de vie féminine de Hanu, ce qui a contribué à mon intégration en ville. Ce qui me plaisait, et me plaît toujours, c'est cet esprit d'équipe, de partage, dans le respect de chacune, de son vécu, de ses opinions philosophiques. J'ai été très bien accueillie par ce groupe, qui était principalement constitué de dames plus âgées que moi. Ces activités m'ont permis à être plus tolérante et accepter les autres dames avec leurs qualités et leurs défauts. J'ai aussi rejoint le groupe de Wendo. Ce groupe m'a apporté énormément sur le plan personnel. J'étais famille. J'étais fort renfermée. J'ai pu m'ouvrir vers l'extérieur. J'ai appris à dire ce que je pense. Donc moi je suis Aurore Kesch, j'ai été élue présidente nationale de Vie Féminine, j'ai eu ce grand honneur-là il y a 3 ans. Mais avant ça, j'ai commencé comme animatrice chez Vie Féminine il y a plus de 15 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les droits, c'est un concept central parce que c'est vraiment un levier pour le travail collectif. Parce que déjà, quand nous on parle vraiment des femmes, de leur vécu, de leur réalité de vie, et donc forcément on part souvent de l'individuel. Et puis on permet à des femmes de se rencontrer, de voir les transversales qu'elles vivent et les discriminations dans ce qu'elles vivent qui sont transversales et qui leur sont communes. Donc déjà souvent les femmes me disent, ça nous renforce de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Puis ensuite on constate ensemble qu'on le vit et que c'est donc peut-être parce qu'on est des femmes qu'on vit ça. Et donc du coup, on arrive déjà à un niveau déjà un peu plus collectif, un peu plus macro. Et puis ensuite, l'animatrice est là aussi pour essayer de faire comprendre à quel point on a une force. On peut être un contre-pouvoir par rapport à ce qu'on vit. On peut déjà dénoncer, et c'est déjà politique dénoncer. Donc déjà comprendre, c'est politique, comprendre ce qu'on vit. Le dénoncer, mettre en place des choses pour essayer d'avancer et aussi se dire qu'on a du pouvoir là-dessus. Donc vraiment les droits pour moi, c'est un levier essentiel pour passer d'une réalité individuelle à une lutte collective qui va vraiment pouvoir s'inscrire alors au niveau politique strict et faire changer les choses. Il y a plein de droits sur lesquels évidemment on se focus en fait, y compris depuis la crise sanitaire. On l'a vu, on l'a redit partout, mais Vie Féminine était dans les premières à le dire. C'est incroyable comme cette crise, en fait, vient révéler, nous on le savait déjà, mais en tout cas à révéler au grand public toutes les discriminations dont les femmes sont victimes. C'est elles qui ont été en première ligne dans des métiers qui sont vraiment pas assez valorisés. Donc on était sur les droits, par exemple, c'est quelque chose sur lequel, dans les conférences interministérielles, etc., dès le début de la crise sanitaire, on a vraiment été renforcés en disant, bon, maintenant il faut beaucoup plus valoriser ces métiers de soins où les femmes sont majoritairement représentées, de soins, mais aussi, par exemple, dans la grande distribution. Donc tous ces secteurs qui sont en fait essentiels pour la population. Et parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est moins rémunéré, ou c'est peut-être parce que c'est moins rémunéré qu'il y a beaucoup de femmes. Donc en fait, c'est vrai qu'on voit que là où les femmes sont là où les secteurs sont majoritairement habités par des femmes, ou en tout cas représentés par des femmes, on voit bien qu'en fait ils sont dévalorisés. Et donc dans la petite enfance, ça va être la même chose. Donc on s'est par exemple beaucoup battu pour obtenir le statut d'accueillante conventionnée qu'on a obtenu. Et donc ça se fait par cohorte maintenant chez Vie Féminine, mais c'est vrai qu'il y a déjà 500 femmes qui ont un statut dans ce cadre-là. Chez nous, 500 puéricultrices. Et donc, c'est vraiment important pour un mouvement comme le nôtre de faire reconnaître les compétences professionnelles des femmes. Parce que bien souvent, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes une femme, c'est vous qui faites des enfants, vous savez comment les éduquer de manière naturelle. Et donc, c'est tout ce combat-là, le statut des accueillantes conventionnées, c'est vouloir se battre pour montrer à quel point, non, on apprend ça. Ça s'acquiert. On ne naît pas avec ces compétences-là dans la vie. Et c'est pour ça aussi que les hommes peuvent le faire. Voilà. Mais les hommes ne s'en emparent pas puisque ce sont des secteurs dévalorisés. Eh bien moi, je crois que déjà venir chez Vie Féminine, qu'on se revendique féministe, qu'on se revendique vraiment pour les droits des femmes, ou pas du tout, qu'on vienne chez Vie Féminine pour un atelier, pour un cours, je pense qu'on ne vient jamais chez Vie Féminine par hasard. Et donc, je pense que participer à quelque endroit que ce soit chez nous, à quelque activité que ce soit, c'est déjà venir dire
ok, moi je vois un truc quand même qui ne se passe pas de manière tout à fait égalitaire dans la société. Et donc oui, il y a des femmes qui vont d'emblée venir chez nous pour dire il faut absolument faire un coup de poing politique, il faut qu'on aille revendiquer telle chose, il faut qu'on aille faire un sitting devant la maison communale pour tel droit. Et puis il y a d'autres femmes qui vont venir presque très discrètement en réalité pour plutôt un cours de cuisine ou un atelier de sophrologie ou même un atelier de réflexion, mais qui, à leur manière, viennent dire aussi il y a un truc qui ne se passe pas de très juste dans la société. Et moi, cette diversité-là, elle me touche beaucoup. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer la société, c'est en permettant à toutes ces femmes, aussi variées qu'elles soient, de pouvoir œuvrer à un monde commun, à un horizon commun, où chacune pourra faire ses propres choix. Moi, je ne souhaite pas que toutes les femmes soient les mêmes, qu'on ait toutes les mêmes droits, ça c'est évident, et qu'on ait des droits comme toutes citoyennes, mais que chacune puisse faire son choix en ayant un panel de choix, parce que la socialisation rogne notre panel de choix. Vraiment, notre métier en éducation permanente féministe, c'est vraiment de dire à toutes les femmes, tu as ta place, comme tu es. Tu viens comme tu es, tu prends ce que tu veux, mais de toute façon, tu vas contribuer à ce que ce monde soit meilleur pour toutes les femmes. Chez nous, évidemment, les femmes sont au cœur de tout. C'est le cœur qui bat. C'est le cœur battant du féminin. Les femmes, les bénévoles avec lesquels on travaille depuis 100 ans maintenant. Et dans ce cadre-là, on a voulu aussi les mettre en avant, mais qu'elles soient là depuis 50 ans ou depuis 3 jours, en utilisant le terme de passeuse. Donc les femmes sont des passeuses des unes envers les autres, mais aussi des groupes envers tout le mouvement, du mouvement envers toutes les femmes de Belgique. Donc il y a vraiment cette notion de « on se passe des notions de droit », on se passe de la confiance en soi, on se passe du sens critique, et Dieu sait si on en a besoin encore pendant cette pandémie, on se passe des luttes, on se passe des résistances, on se passe de la solidarité. Donc vraiment, les femmes sont des passeuses. Et les femmes qui sont présentes dans ce documentaire sont évidemment aussi des passeuses. Et donc, je leur suis vraiment reconnaissante en tant que présidente et en tant que femme de mener ce combat avec nous pour que les femmes, en fait, aient vraiment une place, une vraie place dans cette société. Ah oui, on aimerait bien voir votre sourire en fait. Oui, allez, allez, allez.